Sauvegarder à jamais les endroits qui constituent d'importants exemples du patrimoine naturel et culturel du Canada et favoriser chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance de ce patrimoine de manière à le léguer intact aux générations à venir. C'est dans cet esprit que fut créé en 1885 Parc Canada. Parc Canada est l'organisme responsable de la gestion des parcs et lieux historiques nationaux, cet impressionnant réseau d'endroits où des gens, des événements, des lieux même ont marqué l'histoire de notre pays. C'est dans le but de l'intégrer à cet ensemble de biens à conserver que le territoire exceptionnel marquant l'extrémité de la rive sud du fleuve Saint-Laurent à la fine pointe de la Gaspésie fut choisi pour devenir, en 1970, le premier parc national créé au Québec. On le nomma Forillon. Un nom tout à fait lié à ce coin de pays depuis ses débuts. Parc, à l'image de son nom, Forillon présente un amalgame de nature et d'histoire dans le patrimoine qu'il a le rôle de conserver. Avec ses traits naturels étonnants et avec sa riche histoire humaine lui conférant à la fois des valeurs historiques et culturelles, le tout rassemblé dans un contexte de bord de mer, Forillon se révèle un parc à grand potentiel. Le territoire du parc côtoie le golfe Saint-Laurent à la fine pointe de la Gaspésie et marque du même coup l'aboutissement de la longue chaîne des Appalaches qui court depuis le sud des États-Unis. D'une superficie de 240 km², ce parc illustre donc une partie de cette richesse sous le thème « L'harmonie entre l'homme, la terre et la mer ». C'est cette harmonie qu'a su trouver Maxime Saint-Amour, chef naturaliste à Parc Forillon depuis 15 ans. Maxime Saint-Amour, qu'est-ce que ce parc a de bien particulier pour un naturaliste comme vous? Alors pour moi, Forillon, c'est le plus beau territoire au Québec. C'est un coin charmant d'abord par la présence marine qui environne tout le territoire du parc. Il y a une diversité de paysages ici qui ne se rencontrent pas d'une façon aussi concentrée ailleurs. On y retrouve toute une diversité de paysages, on y retrouve une faune très variée, mais aussi qui est observable, pas toujours cachée en forêt, et où finalement l'homme a vécu depuis plusieurs siècles. L'harmonie entre l'homme, la terre et la mer, c'est le thème qu'on a choisi ici au Parc national Forillon. On a choisi pourquoi ce thème et aussi comment l'exploite-t-on? Ah, n'est-ce pas que c'est un beau thème? C'est un thème d'envergure qui va bien avec Forillon, je trouve. Ça permet de comprendre ces trois composantes majeures du parc. Et on y retrouve justement, entre autres, toutes les relations qui unit ces composantes-là. Disons d'abord que le massif rocheux de Forillon est un massif de roches sédimentaires. C'est donc dire que ce sont des roches qui sont issues d'une mer ancienne. Et puis aujourd'hui, on voit encore que la mer a une relation avec la terre par le fait qu'elle en gruge les bords. Il y a aussi la relation de l'homme avec ces deux composantes-là, c'est-à-dire que pendant des siècles, même avant que les Blancs viennent ici, on sait que l'homme pêchait dans les eaux et chassait dans les forêts pour assurer sa subsistance. Comment on aborde ce thème pour le premier visiteur, pour les visiteurs qui arrivent ici pour la première fois? Bien, on encourage le visiteur d'abord à visiter le centre d'interprétation du parc, ce magnifique bâtiment qu'on a construit il y a juste 2 ans. Et on y présente, entre autres, une exposition permanente où on retrouve d'abord une histoire de la roche du parc. Et puis finalement, par le biais d'images, on visite différents habitats du parc. Une autre partie de l'exposition mène les gens sous l'eau, c'est-à-dire par le biais de grands bassins, de grands aquariums. On tente d'y reconstituer différents paysages sous-marins de Forillon avec la faune qu'on y retrouve normalement. On y parle aussi de la présence humaine depuis quelques siècles.
Ah oui, définitivement. On ne peut pas prétendre que Forillon est un parc national purement de nature sauvage. C'est un endroit où l'homme a joué un rôle depuis des millénaires. Et puis, on touche un peu cet aspect-là dans la salle d'exposition. Mais évidemment, pour mieux comprendre le mode de vie d'autrefois, disons, dans le parc, vaut mieux se rendre dans un secteur particulier du parc, c'est-à-dire à Grande-Grève, sur le bord de la baie de Gaspé. Maxime, nous sommes présentement sur le site de Grande-Grève, un site qui a eu son importance lorsqu'on parle du côté historique de Forillon, la présence humaine. Oui, déjà en 1534 de notre histoire, semble-t-il que, selon certains historiens, Jacques Cartier aurait mouillé l'ancre ici, en face de la plage de Grande-Grève. On n'est pas certain de ça. Par contre, on est très certain que Samuel de Champlain, lui, soit venu ici en 1603. Et qu'est-ce qui aurait incité Champlain à ce moment-là à mouiller l'ancre ici à Grande-Grève? Champlain a remarqué qu'il y avait des compatriotes, il y avait des Français ici sur la plage qui étaient installés pour la saison de pêche. Et ces pêcheurs français, quels avantages, eux, ils avaient trouvés au site de Grande-Grève? Grande-Grève a été remarqué dès le début comme étant un site à grand potentiel. Il y avait d'abord ici la présence d'une plage de gros galets qu'on appelait en vieux français et en bon français une grave, d'où le nom de Grande Grave. Et puis aussi, on retrouvait sur le site ici un ruisseau, donc un approvisionnement en eau douce qui était très important aussi. Et puis finalement, une troisième caractéristique de Grande-Grève, c'est qu'il y avait, et il y a encore, profond d'eau, tout près du rivage ici. Ce qui permettait aux gros bateaux, comme Champlain avait à l'époque, d'accoster tout près. Justement. Maintenant, donc, les Français étaient ici uniquement de façon saisonnière. À partir de quel moment il y a eu une présence de pêcheurs permanents ici? Bon, c'est peu de temps après la conquête des marchands des îles anglo-normandes, les îles de Jersey et de Guernsey, dans la Manche, là, entre la France et l'Angleterre. Des marchands de ces îles-là sont venus s'installer sur les côtes gaspésiennes pour y installer des compagnies permanentes d'exportation de morues. Dès 1777, il y avait un nommé Bonamy et aussi un nommé Le Mesurier. Après ça, il y a eu une compagnie qui s'appelait les Jeanvrins. Et puis finalement, au milieu du 19e siècle, un nommé Fruing est venu s'installer ici et un Hyman. Et quelles étaient, Maxime, les relations qui existaient entre les pêcheurs et ces compagnies? Est-ce qu'ils étaient directement des employés de ces compagnies ou ils étaient indépendants, en tant que pêcheurs indépendants? Il y avait des deux. Il y avait des gens qui venaient du bas du fleuve pour chaque saison de pêche et venaient ici, soit seuls ou avec leur famille, pêcher pour les compagnies. Ils étaient à ce moment-là à la solde des compagnies. Et puis, il y avait aussi des gens installés déjà ici sur la presqu'île de Forillon en permanence. Et puis, ces gens essayaient de vivre d'une façon indépendante des compagnies. Et ça ne devait pas être facile. C'était presque impossible. En fait, ils pêchaient leur morue eux-mêmes et la salaient, la séchaient et la présentaient aux marchands à la fin de la saison pour qu'elle soit évaluée et qu'ils puissent avoir un prix sur ce que valait leur pêche de la saison. Et c'était pas de la pêche industrielle à ce moment-là. C'était très, très artisanal, probablement. C'était un très dur métier. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, la pêche à la morue se faisait presque uniquement à la ligne à main. C'est-à-dire que les morues étaient pêchées une à une avec une ligne appâtée. Dès le printemps, les pêcheurs avaient besoin de gréements de pêche, ils avaient besoin de sel pour leurs morues, ils avaient besoin de vêtements pour la famille, ils avaient besoin de mélasse, ils avaient besoin de bardeaux pour leur maison, ils avaient besoin de toutes sortes de choses de la vie courante. Et c'était le marchand qui fournissait ça. Et puis, évidemment, ils étaient endettés envers ce marchand-là. Donc, tout ce qu'ils pouvaient produire dans la saison servait à payer la dette. Alors, ils roulaient comme ça d'une année à l'autre sous un système de crédit. Et puis, d'une année à l'autre, ils étaient presque tout le temps endettés envers la compagnie. D'ailleurs, tout ce marchandage avec la compagnie se faisait dans un bâtiment ici qu'on a restauré,
le magasin maison Hyman et aussi son entrepôt. Vous avez aussi une activité qui est unique, je pense, au Parc national Forillon, qui se passe ici même à Grande-Grève. Oui, bien justement, la grande profondeur d'eau notée par Champlain nous sert bien pour faire de l'interprétation sous-marine. Je me présente, mon nom est Maxime Saint-Amour, je suis naturaliste en chef ici à Forillon. Je veux vous souhaiter bienvenue à notre démonstration populaire qui s'appelle le monde sous-marin de Grande-Grève. C'est une activité qu'on fait depuis 8 ans maintenant. Et puis, ce qu'on vise par cette démonstration-ci, ça va être de vous mettre en contact direct avec ce qui vit sous la surface ici. Alors, on va faire 3 plongées. La dernière plongée va être une plongée d'à peu près 80 pieds de profondeur. Ça fait que ça va vous permettre de voir des choses qui vivent sur le bord de la mer au Groenland, mais qu'on trouve ici à Grande-Grève en grande profondeur parce que la température de l'eau ne change jamais à cette profondeur-là. Ça fait que le dessert, c'est pour la fin. On avance? Oui. Est-ce que vous connaissez ça? Vous en avez vu en marchant sur le bord de la plage? Ça fait partie du goémon. On appelle ça une laminaire. Mais ça vous rappelle-tu quelque chose, juste à la regarder comme ça, là? La lasagne! C'est vrai, la lasagne de mer. Ça n'a pas l'air d'un animal, hein? Ça a l'air de quoi, d'après vous autres? Ça a l'air d'un concombre. Ça a l'air d'un concombre, hein? Mais si vous allez le voir dans l'eau, vous allez voir qu'à un moment donné, il marche. Ah ouais. Des petites pattes. Oh, oh, oh. Oui! Excusez, excusez. C'est une manière pour lui de respirer. C'est-à-dire qu'il va absorber de l'eau, puis il va rejeter de l'eau. Puis dans ça, il va prendre finalement l'oxygène qu'il a besoin. C'est un poisson surprenant. Quand il est jeune, ce poisson-là, il nage comme ça. Ouais. Puis à un moment donné, il se couche sur le côté pour vivre au fond de la mer. Il se couche sur un côté. Mais c'est pas pratique d'avoir toujours un œil dans le sable. Hein? Si t'es couché dans le sable, t'as toujours un œil dans le sable. Son œil va se déplacer du côté qui est dans le sable pour aller de l'autre côté rejoindre l'autre œil. D'autres fois, imaginez-vous que l'œil va passer à travers la tête pour aller de l'autre côté. Fait que là, il se trouve être couché sur le côté, avec les deux yeux dessus. Puis la bouche restée comme avant, ça qu'on dirait qu'elle est croche parce que c'est lui qui est croche, mais en fait, tout est croche. C'est toi qui t'es. Alors, voyez-vous, quand il nage en surface, les autres poissons en dessous, tout ce qu'ils voient, c'est le côté blanc. Puis le bleu, le blanc du ciel, ils voient pas se passer. Quand il s'en va dans le fond, tout ce que les poissons voient, c'est le côté foncé, avec le fond de la mer qui est foncé et qui est vert. Oui? Parce que un jour, mon ami, ça fait longtemps, l'ami et moi, on est allés à la pêche ensemble, puis il m'a tiré tombe dans l'œil. Ah! Côté. Toi aussi, tu avais une histoire d'œil, hein? C'est très beau.
Maxime, lorsqu'on est amateur de beaux paysages, je peux dire qu'on est servi à soi ici au Parc national Forillon, plus précisément à Cap-Bonhomme, où on est. Ah oui, c'est certainement un des plus beaux coups d'œil de la Gaspésie. C'est un secteur où la richesse du paysage tient au découpage des falaises qui surplombent le camping Cap-Bonhomme. Alors, je pense pas qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut camper sur une falaise et être dominé par une deuxième. Parce qu'on peut camper ici, on peut pique-niquer, on peut observer. C'est ça. C'est ça. C'est un secteur du parc très fréquenté. On vient ici pour toutes sortes de raisons. Comme vous le dites, pique-niquer ou camper, ou même aller faire de l'observation. On a un télescope qu'on a installé sur le rocher Le Quai, en bas là-bas, qui nous permet de regarder les différents oiseaux qui nichent à même les falaises de Forillon. Et ils sont nombreux, les oiseaux, ici, à commencer par les mouettes. Ah oui, on retrouve ici plusieurs espèces d'oiseaux marins, en commençant par les mouettes tridactyles qui nichent ici par environ 10 000 mouettes. Il y a aussi des goélands argentés, des goélands manteau noir, plusieurs centaines de cormorans à aigrettes. Il y a aussi des godes ou petits pingouins qui nichent à même les crevasses de la falaise. On voit... On peut même observer, à ce qu'on m'a dit, aussi des oiseaux qui viennent de l'île Bonaventure. Oui, les fous de bassin viennent ici pêcher dans les eaux côtières de Forillon. Bien souvent, on les voit plonger, soit pour du hareng ou pour capturer du capelin. Et est-ce qu'on observe aussi, ou est-ce qu'on peut observer aussi des mammifères marins, des phoques, par exemple, ici du Cap-Bonhomme? Ah oui, ça arrive très souvent que les gens qui flânent sur la plage à Cap-Bonhomme voient tout d'un coup une tête de phoque sortir à quelques 20-30 pieds d'eux. Il y a des phoques gris, des phoques communs qui passent l'été le long de la côte ici. Ça fait partie de la faune de ce secteur-ci. À l'occasion, des baleines passent tout près de Cap-Bonhomme. Quand les lançons et les capelans se regroupent près des plages, les baleines viennent frôler le rivage de très près. Quel type de baleine qu'on peut voir ici? Ici, on voit du rorqual commun, du petit rorqual. On voit aussi du rorqual à bosse. On voit à l'occasion, mais un peu plus au large, ou bien à Cap-Gaspé, au bout de la presqu'île de Forillon, des dauphins à flanc blanc. Est-ce qu'on peut, par la mer, aller voir ces grands mammifères marins par croisière? Ah oui, justement, à chaque jour, l'été, il y a des croisières organisées qui nous permettent de visiter le secteur Cap-Bonhomme et, en fin de compte, toute la côte nord de la presqu'île de Forillon par le biais d'une croisière. C'est un bateau qui longe la côte et qui nous amène aux colonies d'oiseaux de mer qui nichent à même les falaises et aussi, un peu plus loin, les colonies de phoques.
Un orca là-bas. Oui, Oui. justement. On les reconnaît facilement par les multiples bosses qu'ils ont sur le rostre, sur le nez. Juste en dessous des autres. Elle va sortir. Elle va sortir en pleine face. C'est dans le chemin. Ça quoi, une cinquantaine de pieds? Hein? Ça se peut pas. Ça se peut pas. Nous sommes présentement, Maxime, à Penouille. On dit que Penouille, c'est un monde à part dans le Parc national Forillon. Pourquoi? C'est très différent, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas de falaise, il n'y a pas de roche, il n'y a pas de plage de galets. Il y a du beau sable, par C'est exemple. ça. Ici, c'est une péninsule complètement de sable. Et justement, cette flèche de sable, elle provient de la dérive des grains de sable tout le long des falaises qu'il y a derrière moi. Ces falaises sont constituées de grès. Et du grès, c'est un type de roche faite de grains de sable. Alors, par érosion, la mer... Pendant des milliers, des millions d'années. Ah oui, c'est des roches qui datent de 350 millions d'années. Par la pluie et par l'action de la vague au pied des falaises, Et des vents, oui. ces grains de sable-là sont transportés jusqu'à Penouille par dérive, parce que la plupart du temps, les vents dominants sont du sud-est. Penouille aussi est un endroit très chaud. C'est l'endroit le plus chaud du parc. Oui, c'est un endroit où c'est vraiment plus abrité des vents. L'été, on retrouve ici, aussi bien à terre que dans l'eau, des températures beaucoup plus élevées qu'ailleurs dans le parc. Alors, c'est pour ça que tant de gens viennent se baigner dans ce secteur du parc. D'ailleurs, on peut avancer une bonne distance ici en mer et puis on a de l'eau seulement à la taille, ce qui fait que c'est une plage très sécuritaire pour tout le monde.
Au-delà du potentiel récréatif qu'offre Penouille, il y a aussi toute une écologie particulière à ce coin du parc. On retrouve sur les dunes de sable ici toute une association végétale assez spéciale. On retrouve, entre autres, en bordure de mer, des plantes comme on retrouve dans la région de Cape Cod. Et puis, très peu de distance à l'intérieur, il y a une forêt qui s'appelle une taïga forestière. C'est une forêt d'épinettes noires, comme on retrouve au Nouveau-Québec, c'est-à-dire des épinettes noires espacées. Et puis, ce type de forêt contraste beaucoup avec la forêt boréale qui recouvre le reste du parc, où là, ce sont des épinettes et des sapins qui poussent très tassés. Vous avez une végétation très Pour les amateurs de randonnée pédestre, Maxime, il y a plusieurs kilomètres de sentiers qui ont été aménagés. Ah oui, on a un très beau réseau de sentiers ici à Forillon. En tout, je pense qu'il y a à peu près 40 km de distance. Certains sentiers sont vraiment accessibles à tout le monde, sont très faciles, il n'y a pas de pente et puis côtoient toujours des endroits très intéressants où le paysage ou bien où la faune est assurée. Quelle faune qu'on peut observer dans ces sentiers? On voit toujours des porcs-épics, ça c'est certain, parce qu'ici, il y a une très grosse population de porcs-épics. Donc c'est un animal qu'on ne voit pas nécessairement souvent ailleurs, mais qui n'est pas dangereux. Vous avez des castors aussi, des colonies de castors. On a même des castors depuis quelques années en bordure de la route. L'emblème de Parc Canada, en passant. C'est ça. Et peut-être l'un des plus beaux sentiers, c'est celui qui nous amène au mont Saint-Alban, là où on a une très belle vue. On y est présentement. C'est ça, justement. On voit tout Cap-des-Rosiers à l'arrière-plan et aussi le camping Le Havre et le camping Cap-Bonami derrière nous. Ce sentier, le mont Saint-Alban, c'est un sentier qui vaut l'effort de monter. Au sommet, on a aménagé des belvédères pour se reposer. Il y en a le long du parcours, d'ailleurs, des haltes. Et puis, du haut, on a vraiment une vue magnifique. Et puis, à l'occasion, on voit aussi des baleines passer en bas du paysage avoisinant. On dit aussi par temps très clair qu'on peut même apercevoir l'île d'Anticosti du mont Saint-Alban. Ah oui, c'est rendu assez haut pour compenser pour la courbure de la Terre à cette hauteur-là. Donc, il vaut la peine de faire les sentiers du parc Forillon pour vraiment découvrir le parc. C'est ça. On a des sentiers en bordure de la mer des deux côtés de la presqu'île de Forillon. Et puis, le sentier Les Graves qui mène de l'Anse-au-Sauvage à Cap-Gaspé est vraiment facile et plein de surprises. Et évidemment aussi, nous mène jusqu'au bout de la longue chaîne des Appalaches à Cap-Gaspé.
Nous voici maintenant rendus, Maxime, au terme de cette visite du Parc national Forillon, soit plus précisément à Cap-Gaspé. Oui, Bernard, c'est ici que se termine la longue chaîne des Appalaches qui part de l'Alabama près du golfe du Mexique et qui se rend jusqu'ici à Cap-Gaspé, au bout de la péninsule de la Gaspésie. C'est d'ailleurs pour ça que les Amérindiens, les Micmacs plus précisément, donnaient le nom de Gaspé ou de Gashpé à ce bout de la terre. Parce que Gashpé, en langue Micmac, veut dire fin de la terre ou bout de la terre. Et aujourd'hui, on s'y rend à ce Cap Gaspé par un sentier pédestre d'une longueur approximative de... De 50 minutes, à partir de l'Anse-aux-Sauvages, là où la route se termine. Une petite marche de 50 minutes nous mène jusqu'ici au bout. Un très beau site d'observation où on peut y voir. Oh, on voit souvent des baleines ici qui passent juste en bas. Et à l'occasion, surtout au mois d'août, on voit souvent des troupeaux de dauphins à flanc blanc qui viennent ici au nombre de 100, 150 parfois. En terminant, Maxime Cet-Amour, merci pour avoir été notre guide au Parc national Forillon. Un bon centenaire, un bon 15e, plus particulièrement pour le Parc national Forillon. Et je pense que c'est encore pour plusieurs années que le Parc national Forillon va accueillir les nombreux visiteurs. Je vous remercie. Votre visite m'a été des plus agréables. Au cours de notre visite, ici même au Parc national Forillon, nous avons eu la chance de voir quelques baleines, en l'occurrence des rorquals à bosse. D'autres types de baleines, nous a dit Maxime, viennent ici. Mais qui sont-elles, ces baleines? Que viennent-elles faire dans nos eaux du Saint-Laurent? Pour le savoir, nous allons nous rendre à Mingan, rencontrer un Américain qui habite la Côte-Nord depuis quelques années et qui fait l'observation des baleines. Et rendons-nous immédiatement à Mingan. Salut! Ballotté par les vagues du golfe Saint-Laurent, notre équipe attend patiemment, assis sur les bords du pneumatique. Soudain, à quelques pieds de l'embarcation, une portion de l'eau devient turquoise, puis, à mesure que la forme se précise, la mer devient d'un bleu de plus en plus clair. Comme un sous-marin, le corps fuselé d'une baleine bleue fait surface.
Après l'explosion des narines béantes qui expulsent l'air des poumons, le dos se courbe et s'arque complètement pour la descente. Enfin, la baleine bleue lève gracieusement sa queue, large de 18 pieds, et coupe doucement la vague. La tête de l'animal, à ce moment-là, est déjà à 75 pieds de profondeur. La présence des baleines dans l'estuaire du Saint-Laurent a attiré tour à tour des Amérindiens de la préhistoire, des Inuits et des pêcheurs basques français et anglais. La Côte-Nord et les îles du Saint-Laurent sont jalonnées de fours de pierre érigés par les Basques pour y fondre la graisse de baleine et qui date du 16e siècle. De 1905 à 1915, cette île a eu aussi sa propre usine pour l'extraction de l'huile de baleine et à l'époque, c'était surtout le rorqual commun qui était la cible des chasseurs. Depuis l'interdiction de la chasse à la baleine bleue en 1955 dans le golfe Saint-Laurent et en 1966 sur toutes les mers du monde, les baleines aujourd'hui ne sont plus en danger. Leur popularité, toujours grandissante, attire chaque année des foules importantes en passant par des scientifiques aux simples curieux. La Société linéenne du Saint-Laurent organise des croisières d'interprétation et des excursions à chaque année. Il y a deux grands groupes de baleines qu'on retrouve dans l'estuaire, c'est-à-dire les baleines à fanon, qui comprend le rorqual bleu, qui est la plus grosse baleine. On appelle ça le rorqual bleu ou la baleine bleue. Alors, elle peut mesurer jusqu'à 100 pieds de longueur facilement. Maintenant, celle qu'on retrouve dans l'estuaire peut mesurer de 80 à 85 pieds. Ensuite, toujours dans le groupe de baleines à fanon, on a le rorqual commun, le petit rorqual également, et quelquefois le rorqual à bosse. Très beau! Excellent! Encore! Hey! Il y a à peine une quinzaine d'années, tout ce qu'on en savait des rorquals bleus du golfe Saint-Laurent provenait, en bonne partie, d'informations recueillies auprès de baleiniers norvégiens. On sait maintenant que d'avril à décembre, ces mammifères marins se dispersent dans le golfe, en particulier le long de la côte nord. Mais en fait, l'étude du plus grand mammifère ayant jamais habité la planète en est toujours à ses premiers balbutiements. Pour ce qui concerne nos connaissances sur les baleines, c'est encore extrêmement minime. Mais ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'il y a des animaux qui reviennent régulièrement à certains endroits dans le golfe, mais aussi dans d'autres secteurs du monde. Des travaux qui ont été faits dans le golfe de Maine, au large de Nouvelle-Angleterre, on a trouvé la même sorte de choses qui se passent. Alors ici, on a des rorquals à bosse, par exemple, une bonne vingtaine qui reviennent d'année en année. On a pu, par exemple, remarquer des animaux qui étaient à Mingan pendant 2 étés de suite, qui ont été revus par la suite près de Puerto Rico, la côte ouest de Puerto Rico, où ils migrent l'hiver pour se reproduire et donner naissance aux jeunes. Mais pour comprendre son comportement, étudier ses déplacements et sa place au sein de l'habitat marin, il faut d'abord être en mesure de reconnaître d'année en année chaque animal de cette espèce. Les premières techniques d'identification des grands cétacés étaient rudimentaires. On utilisait une sorte de dard métallique numéroté planté dans le dos de l'animal.
Mais depuis l'interdiction de la chasse à la baleine bleue, les scientifiques ont graduellement adopté des techniques d'identification sur le terrain qui permettent ainsi d'en apprendre davantage sur les baleines sans avoir pour autant à les tuer. La bleue et le roc à la bosse sont un peu plus faciles à étudier. Ce que je veux dire par ça, c'est que sur leur corps, ils ont des marques de pigmentation qui nous permettent de les identifier individuellement. Alors, comme vous avez pu voir dans le film que vous avez tourné hier, les rocs à la bosse sur la surface ventrale de la queue ont des empreintes noires ou blancs, dépendant de l'individu, qui nous permettent de les identifier. C'est un peu comme les empreintes digitales sur les doigts des humains, ou un peu comme une figure, mais sur la queue. Alors, ça nous permet de les identifier, ça nous permet d'étudier leur comportement, particulièrement leur distribution, leur mouvement dans le golfe, avec qui ils se tiennent, quels individus reviennent d'année en année. Un animal qu'on avait photographié à Blanc-Sablon a été revu au large de la République dominicaine. Alors, ça commence à nous permettre de vraiment avoir de l'information plus précise sur leur migration. La même chose pour des rocales bleues. On en a qui reviennent maintenant, ça fait 6 années de suite qu'ils reviennent dans ce secteur. Et ça, on a pu le découvrir en y prenant beaucoup de photos, des marques, des pigmentations de l'animal. C'est ça, la beauté de ces animaux, c'est qu'ils ont toute l'information dont on a besoin sur leur dos ou sur leur queue pour les identifier. On n'a pas besoin de planter des tags ou mettre des marqueurs sur les animaux. D'avril à décembre, ces mammifères marins se dispersent dans le golfe Saint-Laurent, en particulier le long de la côte nord. Mais que viennent faire les baleines dans nos eaux? S'accoupler, se reproduire ou simplement se nourrir? C'est principalement pour se nourrir. C'est un endroit qui est très riche pour la nourriture des baleines, surtout comme vers les Escoumins, on a des bancs énormes de krill. Alors on sait que les baleines viennent principalement pour se nourrir de krill. Et ils se nourrissent, dépendant de l'espèce, de poissons comme le caplin, le lançon, et la baleine bleue qui se nourrit du phoside, ou on les appelle aussi du krill, c'est des sortes de petites crevettes qui mesurent à peu près 1/4 de pouce à 1 pouce de longueur et qu'on trouve par assez grand banc ou en abondance le long de la côte nord, entre le Saguenay jusqu'à Blanc-Sablon. Les concentrations dans les bancs sont très, très denses. Alors, on peut remplir un filet en dedans de 5 minutes. Le filet est complètement plein de ces organismes-là. Puis le filet est quand même relativement petit comparativement à la bouche d'une baleine. Alors, Le repas quotidien du rorqual bleu ou baleine bleue comprend jusqu'à 4 tonnes de ces petits animaux. Généralement, la baleine bleue se tient seule ou en couple. Mais lorsque la nourriture est abondante, des groupes de 10 à 12 baleines peuvent se retrouver dispersés dans un rayon de quelques milles. Alors, une chose est certaine, s'il y a moins de krill, les baleines bleues disparaîtront rapidement des côtes du Québec. Mais attention, l'homme mis à part, la baleine bleue ne connaît qu'un seul ennemi, les polars. I hope they don't want to eat humans today, because we're in trouble if they do. Okay, I'm out of film. I think they finished their meal. Hope so. L'ogre marin, muni d'une bonne douzaine de paires de dents sur chaque mâchoire,
préfèrent les petits et gros rorquals que les krills et autres poissons et crustacés. À peine quelques heures avant notre sortie en mer, au large de Mingan, un couple d'épaulards venait de prendre un petit déjeuner. Une huile qui est de la baleine sur le côté. Il faut voir, c'est tout frais coupé, hein, on voit la chair. On voit les marques des dents en avant. Juste là, là. À la station de recherche des îles Mingan, Richard Sears et son équipe sont tous des mordus des baleines. Ils les observent et les photographient depuis déjà 4 ans. Mais ils ne sont pas les seuls. Plusieurs voyages d'observation sont organisés pour les touristes pendant la saison estivale. Et selon Richard Sears, nos excursions pourraient leur être très utiles. Il y a beaucoup de choses que les gens en général peuvent faire pour aider dans ces recherches. C'est ceux qui se baladent en voilier ou en bateau sur le fleuve ou dans le golfe peuvent prendre des photos de baleines quand ils les voient, s'ils sont assez proches. Même si c'est des photos qu'ils ne trouvent pas très belles, nous, on peut les trouver très utiles pour identifier des individus, particulièrement de rorqual bleu et de rorqual à bosse. Comme dans le film que vous avez pris, les photos de queue avec les marques de pigmentation, ça nous aide d'une manière vraiment, c'est très, très utile. Enfin, si un jour vous avez l'occasion de profiter d'une balade sur le Saint-Laurent, soyez aux aguets. Scrutez la mer jusqu'à ce qu'une baleine fasse enfin surface. Vous vous retrouverez soudainement au pays des géants.